d'essayer de voir un peu plus clair et d'essayer de maîtriser quelques éléments, au moins. Voilà, tout ça. Oui, je partage complètement Noïd. Il y a un élément complémentaire qu'il faut bien jauger. Nos constructeurs français nationaux, automobiles en particulier, ont été à une époque très courageux. Ils ont investi lourdement dans le développement de véhicules électriques dans les années 95, en développant des 106, des Saxo, des Berlin, des Berlin à l'époque, qui embarquaient des batteries nickel-cadmium 12 kWh, parce qu'à ce moment-là, déjà, on a cru que le marché était mûr et que ça allait décoller. Et malheureusement, pour des raisons diverses, en particulier l'autonomie qui était insuffisamment limitée, puisqu'avec 12 kWh, on fait à peu près 80 km, les consommateurs, donc pour des raisons sociologiques, bien que les 80 km qu'on avait suffisent pour faire les allers-retours domicile-travail, n'ont pas accepté, n'ont pas acheté ces véhicules. Et ça a été un four retentissant. Et quand il y a des cadavres comme ça dans les placards qui traînent longtemps, c'est très très difficile de revenir dessus. Enfin, je parle un petit peu pour les constructeurs. Je vais réagir. Bien sûr. Donc il y a cette histoire pesante du véhicule électrique. Maintenant, mettons-nous un instant à la place d'un décideur qui n'est pas le gouvernement chinois qui a une façon de décider un petit peu autoritaire, à la place d'un décideur privé qui doit investir 5 à 10 milliards d'euros pour une décision à titre personnel, je ne dormirai pas la nuit si je devais prendre cette décision. Parce que, même étant convaincu du bien fondé et de la nécessité absolue, impérative du développement de véhicules électrifiés, si je devais sortir 5-4 milliards d'euros de ma poche pour pouvoir financer le développement d'un truc comme ça, sachant les monstres qui y a en face, qui s'appellent LG, Panasonic, Samsung, les constructeurs chinois, c'était les compagnies, sans compter les constructeurs automobiles, qui ont 15 ans d'avance et qui ont aujourd'hui amorti sont en train d'amortir leur chaîne. Il va falloir respirer bien fort avant d'y aller. Donc, tous ces éléments-là méritent qu'on réfléchisse et qu'on prenne la décision en toute connaissance de cause, sans la retarder, ça c'est clair, mais sans non plus foncer tête baissée en se disant on verra bien, parce que sinon, le risque c'est qu'on refasse pareil que les autres et qu'on court derrière eux sans arrêt, sans jamais les rattraper. Je vais peut-être apporter ma touche personnelle, parce que moi j'étais dans cette aventure. J'ai travaillé chez PSA à ce moment-là, je m'occupais de la voiture électrique. Donc effectivement, j'ai vécu tout ça, et avec un peu de tristesse, l'arrêt de la voiture électrique, parce que finalement, il n'y a pas eu d'accompagnement par les États. Les États se sont tournés vers autre chose. Et donc ça c'était un peu une déception. Après, effectivement, c'est revenu par ailleurs, c'est revenu. Et aujourd'hui, ce que je constate, c'est plus une initiative d'un petit pays en Europe, c'est mondial. Et c'est ça qui change tout. Et pour revenir à la Chine, à cette époque-là, c'est dans les années 98, j'étais aussi souvent en mission en Chine pour rencontrer à la fois les constructeurs ou les universités chinoises et même les autorités. Et quand je discutais avec les autorités, ils me disaient, vous les pays développés, vous avez 100 ans d'avance sur le moteur thermique, on n'arrivera jamais à le rattraper rapidement, donc nous, Chinois, on va s'intéresser aux véhicules électriques. Et ils commençaient déjà en 98 à regarder les véhicules électriques. Et finalement, ils ont fait une démarche, ils ont instruit aussi la question du véhicule électrique à cette époque. Nous, on le commercialisait, et on a arrêté. Eux, ils ont continué tous leurs travaux de recherche, et c'est pour ça qu'ils sont en avance de 15 ans sur les technologies de batterie, sur les technologies de moteur, etc. Donc c'est vraiment dans la continuité. Et ça n'a pas été du jour au lendemain, ils ont dit on y va. Il y a eu une réflexion qui a été menée avec des plans quinquennales successifs où il y avait toujours le véhicule électrique dans ces plans-là. On a arrêté. Donc c'est vraiment la continuité qui est importante. On prend encore une ou deux questions. Alors, c'est juste un point pour illustrer un petit peu la difficulté, mais la situation dans les plans anglais. Toutes ces décisions dont parlait Joseph ont été initiées en Asie dans les années 98-2010. Entre 2002 et 2008, le mot batterie ne figurait dans aucun appel d'offres européen sur la recherche. Le mot batterie avait disparu de tous les appels d'offres européens en 8 ans. D'accord ? Donc ça veut dire aussi que pendant plusieurs années,
considéré que la guerre était perdue et que ce n'est que depuis quelques mois, depuis que Tesla finalement a dit moi j'y vais et puis on va voir ce que ça donne, qu'on se réveille et qu'on se dit oula, il faut rattraper le retard, comment on s'y prend? Moi j'ai entendu dire que... Il n'est pas branché le micro. Et là, dans la gauche. Bon, les Allemands ont demandé à la Chine de réinstaller le gigafactory. Je ne sais pas ce que vous êtes au courant. Quels arguments techniques ont-ils pu utiliser pour l'installer en Allemagne plutôt qu'en France, finalement, étant donné les grands avantages que nous avons du point de vue du courant et de l'énergie? Je sais, j'ai pas suivi tout ce dossier, pour tout vous dire, mais clairement, c'est toujours les enjeux industriels qui sont prioritaires là-dessus. C'est-à-dire, celui qui investit, il va regarder la somme qu'il va mettre et il va regarder à quel moment son investissement va avoir un retour sur investissement. Moins il a de charges à payer au départ, moins il a d'argent à sortir, plus vite il aura son retour sur investissement. Donc, il y a des entreprises qui ont eu des ponts d'or pour aller dans différents pays. La France l'a fait aussi pour Toyota à Valenciennes, il ne faut pas se leurrer, pour l'usine de Toyota à Valenciennes. S'ils ont installé à Valenciennes l'usine Toyota, c'est parce que Toyota s'y retrouvait. Donc, à mon avis, je n'ai pas suivi le dossier, mais je pense que c'est la même démarche. Juste un autre exemple, qui est la Pologne, qui a un mix énergétique encore plus dévastateur que celui de l'Allemagne, dans lequel Samsung, et non seulement Samsung, mais Umicore, qui fabrique du matériau qui va livrer à Samsung dans le même pays pour fabriquer les batteries, a décidé d'installer une gigafactory au fond de Pologne. Tout ça, non, c'est pas lié, c'est énergétique. Heureusement, ce que je voulais dire, c'est que malgré un mix énergétique désastreux, ils ont quand même choisi de s'installer en Pologne parce que les conditions économiques qui leur étaient consenties pour pouvoir s'installer en Pologne étaient considérablement plus avantageuses que celles qui sont trouvées dans le reste de l'Europe. En fait, un industriel, quand il s'installe quelque part, il fait son calcul pour savoir combien ça lui rapporte avec l'échéance. Et Umicore a fait exactement ce calcul-là. On discute quotidiennement avec les gens d'Umicore et ils regrettent eux-mêmes que l'investissement n'ait pas eu lieu en Belgique, pays d'origine d'Umicore, en France, parce qu'on a effectivement un mix énergétique propre et qu'il a été fait dans plusieurs pays européens pour ce qui relève du CO2. Donc on marche à la tête là aussi. Alors on va prendre une dernière question, une question présidentielle. Je passe la parole. Oui, alors, je poursuis sur la question précédente. Qu'est-ce qui incite un constructeur automobile européen aujourd'hui à construire sa gigafactory plutôt en France qu'en Allemagne ou en Pologne? Rien. Par contre, il y a une norme européenne qui oblige les constructeurs à vendre une année donnée des véhicules qui émettent moins en moyenne qu'une certaine valeur, qui diminue avec le temps. Or, dans cette norme, l'électricité est affectée d'un coefficient 0 gramme. Et on ne prend en compte que l'utilisation du véhicule. On ne prend pas en compte sa fabrication, son recyclage. Donc, pousser... Alors, je vous invite à une chose, mais je vous pose aussi la question, est-ce que vous menez des actions dans ce sens en ce moment? Pousser cette norme... On en parlait en aparté, on disait si on veut parler dans ce sens-là, si on veut vraiment être, je dirais, finalement vertueux vis-à-vis du CO2, il faudrait taxer le contenu CO2 du produit en analyse de cycle de vie. Parce que même dans l'analyse que je vous ai présentée, là, les batteries, elles sont faites en Chine, donc c'est le carbone chinois pour fabriquer la batterie. Si je la fabrique dans un lieu où c'est décarboné, il faut que je fasse la distinction entre la batterie fabriquée en Pologne, celle fabriquée en France, vis-à-vis du CO2. Donc il faut une taxe CO2 sur le produit. Alors, pour tout vous dire, l'Aver France, nous on travaille en France, c'est pas nous qui allons pouvoir faire ça, ça sera plutôt au niveau européen. Et la seule action au niveau européen qui peut prendre en compte ça, il y a eu dans une directive des coefficients d'affectés sur les contenus carbone des énergies. Directive pour les transports publics.
uniquement. Donc c'est très focusé pour calculer finalement les effets collatéraux qu'ont ces transports, aussi bien sur le CO2, sur le NOx, etc. Et il n'y a que dans cette directive où j'ai vu apparaître le contenu carbone de l'énergie, aussi bien de l'électricité, du gaz naturel, du GPL, que du pétrole et du diesel. D'accord. Mais interrogeons-nous simplement 30 secondes. Pourquoi dans le domaine de l'automobile, on est sur des normes qui ne tiennent compte que de l'utilisation du produit et l'électricité est à 0, alors que dans le domaine du logement, on est sur une norme qui prend en compte l'énergie primaire, et demain, on va être sur une norme qui prend en compte la construction, l'utilisation du logement et sa fin de vie. On est dans deux mondes qui résonnent complètement différemment. Je ne vous incite pas à rejoindre une norme de la complexité de l'NRT 2012 pour l'automobile, mais il y a là une incohérence qui est incroyable. Si vous pouviez répondre très brièvement, bien que ce soit le président, mais tu viens de nous priver de 10 minutes de pause. Hein, je voudrais juste revenir sur la première partie de la question, où la formulation c'était le constructeur automobile où décide-t-il de mettre son usine de fabrication de batterie. En fait, c'est pas de cette façon-là que la question se pose. L'usine de fabrication de batterie, elle appartient à un fabricant de batterie. Et c'est le fabricant de batterie qui va décider de s'installer en France, en Allemagne, en Pologne et en Corée. Le constructeur automobile, lui, va acheter les batteries au fabricant de batterie. Il y a eu une époque où Renault avait prévu de faire sa propre usine de batterie à Flins, et puis il a changé son fusil d'épaule et s'est dit non, finalement, c'est quand même un peu compliqué, j'achèterai les batteries. Et aujourd'hui, les constructeurs automobiles français, par exemple, disent moi, la batterie, je l'achèterai au plus offrant. Et s'il y a un Français qui vient faire une usine de batterie en France, et que la batterie est super vertueuse, mais qu'elle est plus chère que l'autre qui vient de Corée, je prendrai la coréenne. Donc ça c'est pas quelque chose qui va dans le sens de l'installation chômage. Sauf si la batterie qui vient de Chine, eh bien, on ajoute au prix évidemment de vente, on ajoute le prix du contenu carbone de sa batterie. Et là, ça peut changer. Bien, je pense qu'il convient d'applaudir et de remercier.